Tout le monde connaît Peer Gynt de Grieg. Tout le monde pourrait fredonner l'une ou l'autre des mélodies qui constituent cette œuvre. On les entend partout, elles sont jouées par tous les orchestres du monde, et toujours avec le même succès. Peer Gynt fait vraiment partie des quelques œuvres qui constituent le bagage musical de tout un chacun. Et l'une des manières d'en juger, c'est de regarder des pubs. Lorsqu'une œuvre musicale sert de fond sonore pour des dizaines et des dizaines de spots vantant des produits totalement différents, c'est que cette œuvre fait partie de l'inconscient collectif. Dans ce cas, les publicitaires peuvent l'utiliser pour les messages implicites qu'elle transporte. Par exemple, si je suis publicitaire et que je veux transmettre une ambiance calme, reposante, proche de la nature, je ne vais pas utiliser seulement des images, mais aussi, pourquoi pas, Au matin, tiré de Peer Gynt. Back to common sense. It's time for green banking. Credit Agricole. It's time for green banking. Gamma is er ook voor de klusser die van de natuur houdt. Met klusbewust. Duizenden producten die beter zijn voor de natuur en voor je eigen veiligheid. Mooi hè, Gamma? Si je veux illustrer un processus qui part d'un phénomène isolé, un petit rien, et qui gonfle et prend des proportions gigantesques, je vais utiliser la caverne du roi de la montagne. Хулиган до последната семка. Si ces pièces tirées de Peer Gynt sont utilisées dans des pubs, elles le sont en tant que message, en tant que code que le spectateur va instantanément décoder de manière inconsciente. Les différents extraits de Peer Gynt sont donc devenus des codes pour nous, et on a totalement perdu le lien au contexte d'origine qui est celui de la musique de scène écrite par Grieg pour la pièce de théâtre du Norvégien Henrik Ibsen du même nom. C'est pourquoi je vous propose de revenir à la source, c'est-à-dire à Henrik Ibsen. Ibsen, c'est aujourd'hui, après Shakespeare, le dramaturge le plus joué au monde. Parmi ses œuvres les plus célèbres, il y a Une maison de poupée, Le canard sauvage, Hedda Gabler et Peer Gynt. Peer Gynt qu'il écrit en 1867. C'est une farce satirique, douce, amère, c'est une œuvre spécifiquement norvégienne, vraiment ancrée dans la culture de ce pays, plus en tout cas que certains autres de ses écrits, notamment parmi ses tragédies réalistes qui sont plus universelles. C'est un ouvrage qu'Ibsen n'a pas conçu pour être joué sur scène. Pourtant, quand on le feuillette, il ressemble en tout point à une pièce de théâtre, avec distribution des personnages au début du livre, structure en 5 actes, écriture sous forme de dialogue. Mais le livre est beaucoup trop long, il durait à peu près 5 heures à jouer intégralement. On change constamment de lieu, donc ça nécessiterait des dépenses faramineuses en termes de décor. Et pour couronner le tout, il y a à peu près une centaine de personnages qu'il faut habiller et maquiller. Donc tel qu'il est écrit, le livre n'est destiné qu'à la lecture. Mais Ibsen va se trouver rapidement frustré parce qu'il n'obtient pas le succès qu'il escomptait avec Peer Gynt.
vu qu'il suscite au mieux l'indifférence, au pire de lourdes critiques de la part de certains journalistes. C'est donc pour l'instant, en 1867, un échec pour Ibsen. Mais pour l'instant seulement, parce qu'il a une idée en tête, il va adapter son livre pour le théâtre. Et pour que l'opération réussisse, il veut qu'il y ait de la musique. Il lui faut donc un compositeur, et un compositeur qui accepte. Ça tombe bien, il en a rencontré un récemment, en 1866, l'année précédente. Son nom, c'est Edvard Grieg. Alors, le 23 janvier 1874, Ibsen lui écrit une lettre. Cette lettre, la voici. Cher Monsieur Grieg, je vous écris en lien avec un projet que je voudrais mettre en œuvre et auquel je voudrais vous inviter à participer. Le projet est le suivant. Je voudrais adapter Peer Gynt, qui va bientôt connaître sa 3e édition, pour la scène. Composerez-vous la musique qui sera nécessaire ? Ensuite, sur plusieurs pages, il décrit en détail tous les passages où il souhaiterait qu'il y ait de la musique et comment celle-ci doit s'intégrer dans le drame. À tel endroit, il imagine un mélodrame, c'est-à-dire un texte parlé accompagné de musique. Ailleurs, il veut une musique pour introduire une scène. Ici, il réclame un chœur qui chantera en coulisses. Là, simplement quelques accords, etc., etc. On sent, en tout cas, dans cette lettre, l'homme de théâtre d'expérience qui connaît l'art de la mise en scène sur le bout des doigts et qui a un sens aigu de la place de la musique dans le drame. Ibsen ne compte pas laisser à la musique une part purement décorative ou illustrative. La preuve, il propose à Grieg de partager les honoraires à parts égales. Voilà donc une situation très confortable pour Grieg, qui va donc passer l'été 1874 dans sa petite cabane à Sandviken, près de Bergen, pour composer Peer Gynt. Et dès le début, il va avoir beaucoup de mal, et sa motivation ne va pas tarder à décliner considérablement. On le sent bien dans ses lettres, où il écrit d'abord « Peer Gynt n'avance que très lentement ». Puis, ce sujet m'est horriblement rebelle. Puis, la tâche est bien plus lourde que je ne le pensais et j'achoppe à certains endroits sur des difficultés qui me paralysent. Puis, je dois écrire de la musique sur le plus anti-musical des sujets. Puis, je travaille sur Peer Gynt et ça ne m'intéresse pas. Et pour finir avec, Peer Gynt est devenu un cauchemar qui ne me quitte pas. Il finit quand même par en venir à bout à l'été 1875. Lui qui pensait n'y passer que 3 mois, il aura donc sué pendant une année entière sur cette partition. Partition qui compte en tout 26 numéros musicaux, destinés soit à introduire une scène, soit à l'illustrer simultanément, soit à servir de transition entre 2 scènes. Donc Grieg aura dépensé beaucoup d'énergie sur cette œuvre, mais cette énergie aura valu le coup puisque dès la création, l'accueil est absolument dithyrambique. Le public applaudit chaleureusement à la fois la pièce d'Ibsen, qui connaît enfin le succès qu'elle mérite, et la musique de Grieg, qui fait très forte impression. Rien qu'au printemps 1876, la pièce sera jouée 36 fois et avec toujours autant de succès. Parallèlement à cela, la musique de scène commence à mener une vie séparée du drame, puisque quelques extraits de Peer Gynt sont joués en concert. Dans les années qui suivent, Grieg va en réviser l'orchestration. De plus, il ajoute quelques numéros musicaux pour une nouvelle production de la pièce de théâtre à Copenhague en 1885. Et surtout, il va regrouper certains numéros, parmi les plus marquants, dans 2 suites pour orchestre. Une première en 1888 et une deuxième en 1893. Ainsi, la musique de scène pour Peer Gynt peut être jouée de manière complètement indépendante de la pièce dans la salle de concert. Bien lui en a pris parce que grâce à ces 2 suites, Grieg constate avec plaisir qu'on joue à présent sa musique sur tous les continents. Rien qu'à Berlin, ces 2 suites sont jouées plus de 1000 fois avant 1939. Rentrons sans plus attendre dans l'histoire de Peer Gynt avec son accompagnement musical dans la prochaine vidéo.